15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Djibouti et la Chine renforcent leur partenariat stratégique lors d'une rencontre à Pékin. Et en Palestine, les forces israéliennes se retirent de Jenin et Tulkarem après une offensive de 10 jours. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Direction Pékin pour débuter cette édition, la rencontre entre Ilyas Moussa Daoualé, ministre de l'économie et des finances, et Liu Jiaqiao, haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois, marque une étape significative dans les relations bilatérales entre Djibouti et la Chine. Dans l'atmosphère du siège du Parti communiste chinois, les deux dirigeants ont engagé des discussions franches et constructives mettant en avant la nécessité de consolider leur dialogue politique et économique. Loin d'être une simple formalité, cet échange témoigne d'une volonté partagée de creuser en profondeur les enjeux de leur coopération. Les deux parties ont abordé des questions délicates, cherchant à renforcer les liens qui les unissent. Un mémorandum d'entente semble sur le point d'être signé, symbolisant une étape décisive dans ce partenariat. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat global récemment élevé au rang de priorité par le président chinois Xi Jinping et Ismaël Omar Guelleh, président de la République, lors du forum sur la coopération sino-africaine. Et dès l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a fait des annonces majeures pour le continent africain. Il avait promis un partenariat renforcé et dès son discours d'ouverture du 9e forum, le président Xi Jinping a dévoilé les grandes lignes de ce projet de grande envergure. La Chine ouvrira plus largement son marché. Nous avons décidé d'accorder aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels 33 pays d'Afrique, une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales, a-t-il déclaré. Cette collaboration contient également un volet sécuritaire. La Chine mettra en œuvre une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale. Celle-ci sera déployée sur le continent. Nous accorderons à l'Afrique des subventions d'un montant de plus de 14 milliards de dollars au titre de l'assistance militaire. Nous assurons également la formation de 6 000 militaires et de 1 000 policiers et forces de l'ordre africains et nous inviterons 500 jeunes militaires africains à visiter la Chine. Des annonces qui confirment la volonté de la Chine de maintenir sa position de premier partenaire commercial du continent. Et dans son discours, le président Xi Jinping avait également promis une aide financière de 50 milliards de dollars au continent sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africain se poursuit jusqu'au 6 septembre et d'autres décisions majeures ont été annoncées tout au long de l'événement. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé, à travers le PLSS, avec l'appui de l'initiative 5%, a réalisé un atelier de restitution de la première mission d'élaboration de la stratégie de dépistage communautaire pour le programme VIH à l'hôtel Escale. L'ouverture de la réunion a eu lieu en présence de la directrice de la DPSP par intérim, suivie du secrétaire général du ministère qui a fait un discours dès l'ouverture de la réunion en rappelant que le pays a fait des progrès considérables dans la lutte contre la pandémie dévastatrice et que pour gagner cette bataille, le pays devait innover et adapter des approches aux besoins évolutifs de la communauté. Le dépistage précoce et la prévention sont les éléments de cette stratégie qui tiendra compte du contexte local et des besoins des bénéficiaires et elle permettra au programme national de lutte contre le sida d'atteindre un plus grand nombre de personnes en situation de risque. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé pour plus de précisions. Le pays a fait des progrès considérables dans la lutte contre le VIH, mais nous devons continuer à innover et à adapter nos approches aux besoins évolutifs de nos communautés. Il est important de savoir que le dépistage précoce et la prévention sont des éléments essentiels de cette stratégie. Mesdames et messieurs, en 2023, la tendance à la baisse se poursuit avec une prévalence du VIH estimée à 0,86%. Cependant, le dépistage volontaire au niveau des populations à risque demeure une priorité pour prévenir ou traiter cette maladie.
Conscients de cette problématique, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour discuter de la mise en place d'une stratégie de dépistage communautaire adaptée dans ce contexte. Ce processus est en cours de finalisation avec la participation de tous les acteurs concernés, ministères, programmes nationaux et organisations communautaires et les leaders, ainsi que les points focaux des groupes de populations clés difficilement accessibles. La nouvelle stratégie, qui tiendra compte du contexte local et des besoins des bénéficiaires, permettra au programme national de lutte contre le VIH-Sida d'atteindre un plus grand nombre de personnes en situation de risque. Et dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur la position stratégique qu'occupe la République de Djibouti au carrefour des 3 continents. Et Djibouti se situant également sur la 2e route commerciale maritime la plus fréquentée au monde. C'est un document de la rédaction. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position est stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin. La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, de marchés animés et une scène culturelle vibrante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Culture à présent, spectacle notamment les comédiens burkinabés connus sous leur nom de spectacle Souké Sidiki et Fati. Donc on fait une brève apparition au journal télévisé de 15h ici il y a quelques jours et lors de leur passage à la RTD, les comédiens burkinabés ont visité donc les différentes installations de la RTD et ils ont effectué une petite visite guidée au sein de la RTD et ont été très bien accueillis par le personnel
personnels. Certains les ont même suivis durant leur téléfilm donc de 2000 à 2015, intitulé les Bobo Diouf. Ils ont répondu favorablement aux attentes de leurs fans et ont organisé également des spectacles au Djibouti Palace Kempinski, au Théâtre des Salines et prochainement aux Archives nationales. Vraiment, je tiens à remercier tous les Djiboutiens parce qu'on ne savait pas de chez nous qu'on était aimés comme ça en Djibouti. Vraiment, gros coucou à tous les Djiboutiens. Et merci à la télévision djiboutienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste ces 5 lettres que j'ai à dire à Djibouti. Merci Djibouti. Et dans le second dossier de cette édition, nous allons revenir sur l'histoire, le parcours et l'évolution du journal officiel de la République bien avant l'indépendance du pays jusqu'à nos jours. Regardez. Si l'on considère que l'histoire est comme un calendrier des événements marquants qui façonnent un pays, alors les journaux sont les précieux témoins de ce qui s'est passé dans le présent. En ce sens, le journal officiel de la République devient la fenêtre par laquelle nous observons l'ensemble de notre nation, que ce soit en ce qui concerne sa législation ou son administration. C'est un document qui, au fil des décennies, a évolué pour devenir la mémoire vivante de notre pays, assurant sa transparence, mais aussi sa stabilité juridique. Penser à son avenir à l'ère numérique ne relève pas simplement de la nécessité, mais de l'impératif, car cela nous permet de le préserver pour les générations à venir et de le rendre plus accessible que jamais. Dans cette optique, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité sa numérisation et a ordonné son redémarrage. Avant d'explorer davantage cette initiative, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le journal officiel. Souvent désigné sous les sigles GO, le journal officiel de la République constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Il ne se limite pas à être un simple recueil de textes juridiques et administratifs, mais il reflète l'évolution constante de notre législation et de notre administration. Depuis sa création en 1900, à l'époque de l'administration coloniale, le journal officiel a été le témoin privilégié des moments décisifs de l'histoire de Djibouti. Il a accompagné notre nation dans son parcours vers l'indépendance, enregistrant avec précision les évolutions politiques et juridiques. Ainsi, cette noble tâche est sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, avec une fine équipe pluridisciplinaire qui a été mobilisée. Entreposé au sein des archives de la présidence de la République, le journal officiel, avec ses précieuses archives de plus d'un siècle, renferme une part significative de notre patrimoine juridique, culturel et administratif. La préservation de ce trésor s'avère cruciale, non seulement pour les chercheurs et les historiens, mais aussi pour chaque citoyen qui a le devoir de connaître ses droits et obligations envers notre République. Le journal officiel remplit un rôle diversifié et crucial. En premier lieu, il se pose en gardien de la mémoire de l'État, en diffusant les lois, les décrets et les arrêtés, mais aussi les textes législatifs, instaurant ainsi la transparence et facilitant l'accès à la législation en vigueur. Cela permet à nos citoyens et entreprises de saisir clairement leurs droits et obligations. De surcroît, le journal officiel joue un rôle inestimable dans la garantie de la sécurité juridique. À l'ère numérique, il devient impératif que son contenu soit disponible en ligne, facilitant grandement l'accès du public aux textes officiels. Le citoyen djiboutien peut souscrire à des mises à jour électroniques assurant à une diffusion rapide des informations essentielles. Sous la tutelle de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, une équipe compétente a été mobilisée dans cette optique, s'attelant ainsi à cette entreprise de grande envergure. Dans une vision plus globale, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de l'administration, un processus de transformation fondamentale visant à accroître l'efficacité, l'accessibilité et le respect de l'environnement des opérations gouvernementales. Cette transition implique le passage du processus administratif traditionnel basé sur des supports physiques comme le papier à des systèmes électroniques, ce qui a un impact significatif sur le fonctionnement des gouvernements et leur interaction avec le citoyen. Les systèmes dématérialisés favorisent une transparence accrue.
Les citoyens et les entreprises peuvent suivre en temps réel l'évolution de leurs demandes. Pour mener à bien cette opération d'envergure nationale, l'État a fait appel à un cabinet de conseil national. Cette transition vers une administration plus moderne et respectueuse des environnements, tout en renforçant la confiance entre les citoyens et le gouvernement, est une étape clé vers un avenir prometteur. Elle démontre la capacité de notre nation à évoluer avec les avancées technologiques tout en préservant nos valeurs fondamentales. Dans cet élan d'innovation, l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour offrir à ses citoyens un service public de qualité, à la fois efficace et transparent. Cette démarche, aujourd'hui, illustre la vision d'une administration moderne centrée sur les besoins de ses citoyens. Il est l'heure à présent de retrouver... C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Actualité internationale à présent. L'armée israélienne s'est retirée des villes de Jenin et de Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie après une incursion de 10 jours marquée par des assauts meurtriers ayant causé la mort de 36 Palestiniens et fait des dizaines de blessés. Des témoins ont rapporté que les forces israéliennes ont quitté Tulkarem et son camp de réfugiés après avoir déjà évacué Jenin et son camp plus tôt dans la journée. Ils ont également signalé que les troupes israéliennes ont laissé après leur passage une scène de désolation avec une destruction massive des infrastructures et des habitations. L'eau, l'électricité et les lignes de communication ont été coupées en raison des excavations et des destructions causées par les machines de construction israéliennes dans les environs. Les tensions ont atteint un point critique dans toute la Cisjordanie occupée alors qu'Israël poursuit son offensive sur la bande de Gaza qui a coûté la vie à près de 40 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Direction Kenya à présent, un incendie dévastateur a ravagé le dortoir de l'école primaire à Hillside Enderasha à Nyeri au Kenya. Le bilan est lourd, 18 élèves ont perdu la vie et 27 autres ont été gravement brûlés. L'incendie qui a éclaté vers minuit a ravagé le dortoir où dormaient les enfants. L'origine de l'incendie est encore inconnue, mais une enquête a été ouverte. Les policiers ont indiqué que l'âge moyen des victimes était d'environ 9 ans. Le président William Ruto a exprimé son indignation et a promis que des mesures seront prises contre les responsables. Le vice-président Rigathi Gachagua a appelé à un strict respect des normes de sécurité. Pendant ce temps, les familles et la communauté attendent des réponses et des mesures tangibles pour prévenir de futurs drames. Et enfin, santé, la riposte est en marche contre l'épidémie du monkeypox ou mpox qui touche 12 pays sur le continent. Hier, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé le plan de riposte. Il intervient 3 semaines après que l'OMS a déclaré la vague de contamination et mpox en Afrique urgence mondiale. La réponse à la pathologie doit durer 6 mois et nécessite 600 millions de dollars. Elle doit s'articuler autour de la surveillance épidémiologique, des tests de laboratoire et d'engagement communautaire en sus de la campagne de vaccination à venir. Et depuis le début de l'année, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a enregistré plus de 5000 cas de mpox confirmés pour 643 décès, ce qui représente une forte augmentation des infections et des décès par rapport aux années précédentes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de nos programmes.